Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur openboxtv.fr, la chaîne de télévision d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le thème abordé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est fondamental dans tout ce qu'on va couvrir, que ce soit en géopolitique ou en géoéconomie, c'est l'OSINT, terme barbare qu'on va expliquer et qui en réalité couvre toute une série toute la collecte de l'information dont on a besoin dans le cadre des analyses que nous sommes amenés à faire. Bien. Alors pour cela, pour déjà avoir un premier éclaircissement, nous donnons la parole à un expert en la matière, Xavier Titelman. Alors l'OSINT, en fait, c'est un acronyme anglais pour Open Source Intelligence. On connaît tout ce qui finit par int, umint, sigint, elint, c'est tout ça de l'électronique, de l'humain. Donc à chaque fois, c'est vraiment du renseignement. Et l'intérêt de l'OSINT, c'est que en fait, c'est une collecte de tout ce qu'on peut trouver en source ouverte. Évidemment, Internet démultiplie ce qu'on peut trouver sur Internet. À l'époque, les Soviétiques, ils prenaient un avion tous les jours pour aller aux États-Unis, acheter les journaux du jour, récupérer les brevets également qui étaient déposés. Et bien aujourd'hui, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, c'est beaucoup plus massif depuis que chacun, vous, moi, on est tous devenus à la fois des capteurs quand on fait une recherche sur Internet, mais on est aussi une source d'information, on est des témoins. Et ça a commencé très bizarrement d'ailleurs par l'aviation. Le premier cas dans lequel une information ne venait pas de journaliste, mais venait d'un témoin de public, c'était le cas de l'amérissage du fleuve Hudson. C'est un avion qui a eu un problème, qui a perdu ses moteurs alors qu'il survolait New York. L'avion a fait un amérissage et il y avait quelqu'un, à l'époque Twitter il y avait quelques centaines d'utilisateurs, cette personne a fait une photo de cet avion qui venait d'amérir et à partir de ce jour-là, Twitter a fait x2 de son audience chaque jour pendant plusieurs semaines et c'est ça qui a créé Twitter et c'est ça qui a créé en fait l'OSINT tel qu'on le connaît aujourd'hui d'un point de vue numérique avec les médias sociaux. Donc ça a donné tout un ensemble de perspectives avec des communautés qui se sont créées derrière, avec des communautés qui sont spécialisées en cartographie de crise, avec des communautés qui sont spécialisées en traduction, parce que par exemple si vous avez un séisme, il faut traduire du turc vers l'anglais au profit des secours, et vous avez comme ça des hackers sans frontières, des linguistes sans frontières, et c'est ça qui donne une richesse qui est très intéressante, avec des communautés dédiées en France, par exemple l'école de guerre économique, avec également des gens autour de sites web très spécialisés, comme Bellingcat, et ça a un intérêt évidemment pour les services de renseignement, mais pour le grand public, pour l'investigation également en source ouverte. Merci pour cette présentation qui nous a permis d'introduire le sujet de l'OSINT. Comme vous l'avez rappelé, d'abord c'est un mot qui est compliqué, l'OSINT, hein, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que comme vous l'avez dit, en rappelant Twitter en particulier, ce qu'il faut bien comprendre, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que l'OSINT, si on le traduit en français, hein, c'est la recherche de sources ouvertes. Alors, c'est vrai que ça existait avant, parce que quand on faisait du renseignement en 1914, en 1938, en 1940, et même après, hein, vous l'avez rappelé, quand les Russes ou les Américains faisaient de la recherche d'informations, tout ce qui était possible d'avoir par des moyens ouverts, c'est-à-dire légaux, c'était utilisé. Le grand changement, et comme vous l'avez rappelé, c'est que depuis, on a l'Internet, on a les moyens de liaison numérique qui ont évidemment tout changé, tout bouleversé. Et on le voit en particulier, et là je crois que si vous êtes un des experts les mieux placés pour en parler aujourd'hui, on le voit en particulier dans l'affaire de l'Ukraine, où je crois que vous pouvez nous en parler, parce que là c'est vous qui pouvez officier mieux que personne. Nos concitoyens sont en train de découvrir sur le plan militaire l'importance de la lecture des cartes. Et même les militaires sont en train de découvrir Oui. beaucoup de choses d'intérêt militaire à partir de simplement ce qu'on peut collecter. Parce qu'on a un pays de plusieurs millions d'habitants qui utilisent très régulièrement ces médias sociaux, TikTok, Instagram, ils n'ont pas exactement les mêmes que ceux qu'on utilise d'abord de notre côté en Europe de l'Ouest. Et on découvre des informations. Et le grand intérêt, c'est qu'on a pu suivre la situation d'une manière certainement tout aussi précise que ce que les services d'enseignement les plus pointus pouvaient avoir, puisqu'on avait en temps réel des témoins qui nous disaient « les Russes sont arrivés dans tel village ». Tel type d'armement a été détruit à tel endroit. Et donc, avec une équipe, notamment les jeunes de l'école de guerre économique, on a créé une cartographie de crise dans laquelle on a pris le parti de collecter beaucoup d'informations. On avait entre 1000 et 1500 messages par jour et on a choisi d'en extraire les principaux, les plus intéressants pour créer cette cartographie de crise. Donc, en gros,
Ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont, par exemple, je vais faire apparaître sur chaque date, on peut les trier. Vous voyez par exemple chaque élément, on peut zoomer sur une zone et on voit apparaître les bombardements qui sont géolocalisés parce qu'on reconnaît les différents endroits qui ont été tapés. On voit ici les zones dans lesquelles il y a des combats. On voit quelles sont les zones qui sont maîtrisées. Donc avant, cette zone qui est devenue bleue était maîtrisée par les Russes. Mais jour par jour, on voit par exemple en cliquant sur un élément, on voit que le 7 mars, on avait un système de défense aérienne russe qui est passé à cet endroit-là. Si on cliquait, on verra à chaque fois à quoi ça peut ressembler. Et de cette manière-là, on peut suivre le front, on peut quantifier les pertes. Et typiquement, c'est tellement massif et c'est devenu tellement systématique cette pratique qu'on a quand même réussi à identifier plus de 3000 véhicules blindés, des chars et tout ce qu'on peut imaginer, détruits dans les deux camps. Alors, je voudrais vous poser une question là encore pour nos auditeurs, parce que nous, on connaît, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on est bien content de savoir tout ça. Comment, par exemple, vous avez une photo qui vous arrive, avec un missile qui est tombé, par exemple, dans un parc. Je prends un exemple, c'est un exemple connu que vous connaissez. Bon, on dit il y a un missile qui est tombé là. Comment vous arrivez, justement, avec les techniques actuelles, comment on arrive à identifier le lieu exact où elle est tombée, à quel moment, et à partir de là, on peut remonter même jusqu'au missile. Enfin, pour prendre un exemple. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est une photo qui est nouvelle ? Et à ce moment-là, on a des sites qui sont spécialisés en reverse imaging. Par exemple, on peut utiliser TimeEye, qui est assez connu, dans lequel on va envoyer cette photo et il va essayer de trouver une occurrence de cette photo qui daterait d'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, ce qui prouve que ce n'est pas une nouveauté. Donc ça, c'est le premier élément, identifier si on est vraiment sur une information qui est récente. Une fois qu'on a validé que cette information est récente, évidemment, on peut essayer d'identifier. Donc l'image à laquelle vous faites allusion, c'est un missile KH-31P qui est dédié à détruire les radars, et notamment c'est ce qui a été utilisé dans le début de la guerre. Et le 24 février, effectivement, on voit ce missile, ce morceau de missile qui tombe au sol, et dans l'environnement, ce qu'on voit tout autour de ce missile, on peut reconnaître des éléments caractéristiques du décor. On voit par exemple le terme apteka en cyrillique qui veut dire qu'il y a une pharmacie. Donc on recherche à partir de cette simple indication la liste des pharmacies qui se trouvent dans Kiev. À partir d'autres éléments du décor, la couleur d'une rambarde, on va pouvoir identifier le lieu et on finit par trouver exactement le jardin. Et ce cas qui est spécifique à l'Ukraine, on l'a retrouvé dans plein d'autres exemples. Il y a également des cas dans lesquels, par exemple, il y avait des scènes d'égorgement collectif de l'État islamique. Il y avait simplement 3-4 morceaux d'arbres à droite à gauche. Et dans le désert, à force de traîner sur Google Earth, les gens ont réussi à retrouver à quel endroit ces gens venaient de se faire égorger. Donc, où étaient les autres prisonniers ? On a des cas également au Nigeria avec l'État islamique, dans lequel... Exactement, avec BBC qui arrive à reconnaître par rapport au relief derrière, ils ont réussi à géolocaliser où étaient avancés les terroristes dans certains cas. Donc ça, géolocaliser une information, ce n'est pas toujours possible. Mais par contre, quand on y arrive, évidemment, ça permet d'avoir des informations qui sont cruciales, en bien pour nous qui essayons de faire des enquêtes, parce que les enquêtes peuvent être collaboratives, très intéressantes. Et collaboratives, c'est important, parce que l'OSINT, ça nécessite quand même beaucoup de monde. Beaucoup de bénévoles en général qui travaillent dans ce domaine-là. Il faut des centaines de personnes pour aller collecter toutes ces informations qui ne sont pas toujours ouvertes. Parce qu'encore une fois, les sites, les grandes bases de données de médias sociaux n'ont pas toujours une API qui est ouverte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement se connecter et télécharger la totalité des données. Il y en a certaines, comme LinkedIn, on ne peut rien télécharger, il faut faire les recherches totalement à la main. Donc ça prend une éternité. Alors, on vient d'évoquer la possibilité de voir, de comprendre, de regarder ce qui se passe à travers donc, les sources ouvertes et l'exploitation des sources ouvertes. On s'aperçoit que dans certains cas maintenant, ça devient même un élément de la guerre, puisque on voit par exemple, on a vu en Ukraine, on a vu des gens qui filmaient avec leur portable des chars, par exemple, russes ou ukrainiens, et qui envoyaient l'information aux militaires, et les militaires en profitaient pour monter une embuscade ou faire des tirs et autres. Donc on voit qu'il y a un mélange. La guerre devient totalement différente de ce qu'elle était avant, puisque les civils participent. Et dans tous les sens, comme vous l'évoquez. Quand on est capable de faire une cartographie d'un théâtre militaire, plus précise que ce que font les militaires en général, enfin ce que faisaient les militaires, il est évident que ça change les règles du jeu et la compréhension des problèmes.
Alors il y a un vrai problème derrière, que par contre qu'on n'évoque pas assez ou pas souvent, c'est qu'on peut aussi se faire totalement désinformer, c'est-à-dire qu'on peut avoir de fausses informations qui sont envoyées pour nous lancer sur d'autres idées. Alors j'aimerais que vous en parliez, parce que ça aussi c'est un domaine que vous connaissez bien, et pour l'Ukraine, où Dieu sait si des deux côtés la manipulation de l'information est totale, parce que là aussi on est dans une guerre totale, c'est clair, c'est intéressant de voir comment nous, comment les experts peuvent arriver à détecter, à décoder, à dire non, ça c'est pas possible, c'est faux. Ou cette image qu'on nous montre aujourd'hui d'horreur, en réalité elle a été prise il y a 6 ans ou il y a 10 ans dans tel autre endroit. D'ailleurs, il y a en fait 2 questions dans votre question. Oui. La première, c'est la sécurité des civils qui vont éventuellement prendre ces images. Oui. L'Ukraine a demandé officiellement à ses concitoyens de pouvoir collecter les données, de les partager au profit des militaires. Mais à ce moment-là, il ne faut pas forcément les partager sur les médias sociaux, parce que quelqu'un qui prendrait une photo de sa fenêtre, si on pouvait derrière le reconnaître une fois que la zone est occupée, éventuellement cette personne est en danger. Donc c'est ce qu'on appelle l'obsèque, être capable de ne pas se mettre soi-même en danger. Voire même dans certains cas, on a le cas d'un soldat ukrainien qui fait un selfie. Au début de la guerre, ils étaient quand même très confiants parce qu'ils arrivaient à renverser les situations, à faire des contre-offensives victorieuses. Et il y en a un qui prend un selfie avec toute son escouade dans un gymnase, ce qui a permis en un quart d'heure d'identifier ce gymnase et donc d'avoir un tir d'artillerie sur ce lieu. Donc il faut aussi faire attention. Oui. Certaines informations, on sait aussi que les Russes demandent, quand ils attrapent des civils, ils vérifient ce qu'il y a dans leur téléphone portable. Oui. S'ils ont échangé avec des militaires, les civils, ils disparaissent aussi. Oui, parce qu'ils sont considérés à ce moment-là comme des militaires et comme des espions. Comme des collabos, je ne sais pas comment Comme des ils vont les collabos, oui, considérer. c'est ça. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça explique un certain nombre de choses qui sont passées. Vous avez raison de le mentionner. Il y a beaucoup de civils ukrainiens qui ont été assassinés parce qu'ils avaient participé envoyé des photos, ils participaient à l'effort de guerre de l'autre côté. Exactement. Donc en territoire ennemi, considéré comme territoire occupé, considéré comme territoire ennemi par l'occupant. Il est évident que ça a des conséquences. Donc après, il y a cette question effectivement de la désinformation, puisque scientifiquement, on peut identifier et atteindre des résultats et tirer des conclusions d'un certain nombre d'éléments. Il y a des enquêtes très connues, comme par exemple le crash du MH17, qui est peut-être un des cas les plus aboutis, dans lequel cet avion qui a été abattu dans l'est de l'Ukraine en 2014, en juillet 2014, et qu'à partir de la collecte de milliers et de milliers de messages, on a pu identifier quel était le missile qui avait tiré. À partir de la collecte de toutes les informations sur V-Contact, notamment les systèmes russes, enfin les médias sociaux russes, on a pu remonter par où était passé ce missile. On a vu qu'il venait de Russie, donc ça a permis de prouver qu'effectivement c'était les Russes qui avaient déployé un système là-bas. À partir des communications radio, il y a une université aux États-Unis qui a pu retrouver par le timbre de la voix que c'était un colonel russe qui avait fait une fois une conférence sur YouTube. Donc on arrive à trouver des corrélations et à trouver des coupables. Donc ça peut être très très pertinent, y compris dans des enquêtes officielles, et ils ont été auditionnés par l'enquête officielle qui est conduite aux Pays-Bas. Par contre, effectivement, ces données, comme souvent on les met à disposition du grand public, elles peuvent être en partie facilement manipulables. L'exemple de l'explosion de Beyrouth, cette fameuse explosion gigantesque, dans laquelle vous avez eu cette rumeur qui est partie. Oui, avec le fameux histoire de missile, la fausse photo du missile. Mais c'est même des vidéos. Oui, des vidéos, oui. Ces vidéos ont été plus partagées que les vidéos d'origine. On peut prouver chronologiquement que les vidéos, ça explose parce que ça explose, et que la vidéo dans laquelle on a le missile qui arrive a été réalisée après, avec 2 endroits différents qui ne correspondent pas, mais sauf que les gens y croient, jusqu'au Premier ministre libanais qui va commencer à dire « mais dis donc, on s'est fait attaquer par Israël, c'est leur faute ». Et en remontant le fil, en identifiant d'où ça venait, on se rend compte que finalement c'était le Hezbollah qui a commencé à faire fuiter cette fausse information pour pouvoir faire accuser Israël à l'époque. Et de la même manière, on le voit ici sur le cas de l'Ukraine, il y a des massacres, on a des preuves. On a par exemple cette vidéo dans laquelle on a une photo satellite qui a été prise le 19 mars, dans lequel on a des corps qui sont sur la chaussée, qui sont déjà à cet endroit-là, donc des gens qui sont morts pendant l'occupation russe. Ça, et quand maintenant il y a la libération, parce que la Russie a évacué le nord de l'Ukraine, on découvre que ces corps sont au même endroit, et on a les Russes qui disent non, mais ces gens ils viennent d'être massacrés par les Ukrainiens, c'est pas nous. Donc on peut prouver en source ouverte que les corps étaient déjà là, sauf que en open source, que vont faire les Russes et les pro-russes? Ils vont essayer de prouver, regardez, sur telle photo, sur telle vidéo, on voit que la main de ce corps bouge, alors que c'est juste le reflet, il y a une goutte qui coule. Et ils arrivent à manipuler avec des méthodes qui semblent scientifiquement acceptables, ils arrivent à prouver des choses qui sont totalement fausses. Et ça permet une désinformation qui est très forte.
Vous avez par exemple le cas de Kramatorsk, sur lequel il y a eu le missile, un missile Tochka-U qui a été tiré, qui a touché sur la gare, sur lequel il y a eu 52 morts, certainement plus aujourd'hui. Eh bien, ce missile, les Russes disent, mais nous, ça ne peut pas être nous, puisque les missiles Tochka, on n'en utilise plus. Nous, on utilise des missiles Iskander. Ah bon? Mais il y a 2 semaines, vous avez tiré un missile Tochka-U à tel endroit. Et puis, d'ailleurs, dans le nord de l'Ukraine, il y avait une webcam qui a prouvé que vous étiez sortis avec des missiles Tochka. Donc non. Enfin, déjà, c'est invraisemblable. Ils oublient de savoir. C'est comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait maintenant les médias sociaux et les données qu'ils partagent eux-mêmes. Donc, ils cherchent d'autres idées. Oui, mais regardez le numéro de série. C'est un numéro de série qui correspond. Vous avez tout à fait raison, parce que ça, on est justement d'un côté dans le décodage de la réalité en définitive, mais ce qui est aussi inquiétant, parce que ça, c'est peut-être aussi un des excès de ça, au-delà du fait que c'est formidable de découvrir la réalité, parce qu'on comprend beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, on peut aussi se demander s'il n'y a pas un excès, comme par exemple, vous parlez de Kramatorsk, c'est très intéressant parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Kramatorsk, c'est le centre opérationnel de l'armée ukrainienne pour toute la partie Est. C'est-à-dire que c'est elle qui va être l'enjeu, qui est l'enjeu majeur, oui, sur la carte que vous montriez tout à l'heure, l'enjeu majeur, puisque actuellement les Russes viennent du nord d'Izmir et du sud, et surtout ils espèrent bien, après avoir réglé le problème de Mariupol, ils veulent enfermer une grande partie de l'armée ukrainienne dans une poche, comme on a connu en 1944 en France la poche de Falaise. Ils veulent enfermer l'armée ukrainienne, et l'armée ukrainienne, son siège est à Kramatorsk. Donc Kramatorsk, c'est la cible de tous les bombardements russes, et pour cause. Et une gare, tout militaire vous dira qu'une gare, c'est un endroit absolument sensible, il faut empêcher que la gare fonctionne. Donc, d'un côté, sur le plan militaire, je parle sur le plan militaire, on peut parfaitement comprendre ce qui se passe à Kramatorsk avec les bombardements russes, et d'un autre côté, parce qu'il y a cette guerre de l'information, ils en arrivent à essayer de justifier faussement, c'est ça qui est très intéressant, ils arrivent à justifier faussement quelque chose qui pouvait parfaitement s'expliquer sur le plan militaire, même si c'est vrai que c'est une horreur, il y a des civils, mais malheureusement dans les guerres, il y a toujours des civils qui payent. Le matin même, la Russie s'est vantée d'avoir visé des installations ferroviaires. Ça devient un peu fou en définitive. Il y a une forme d'amateurisme chez les Russes qui est assez étonnante, parce qu'ils sont très très forts en information. Oui, mais ils ne sont pas bons là. Mais là, ils sont mauvais, et ce n'est pas la première fois. La dernière fois, ils avaient essayé de faire accuser les Ukrainiens. Pour le cas du MH17, ils ont partagé des photos satellites dans lesquelles ils avaient truqué les images, et il suffit d'avoir, encore une fois, des outils gratuits comme Photo Forensic qui permettaient de voir qu'ils avaient ajouté des nuages et qu'ils avaient ajouté des pièces d'artillerie. Donc c'est invraisemblable. Ils se font attraper comme des débutants. Et alors ce que vous venez de rappeler, parce que les gens, nos auditeurs ne le savent pas forcément, enfin encore que, c'est qu'aujourd'hui nos satellites de surveillance, et Dieu sait si tous les grands pays, toutes les grandes puissances en ont, nos satellites de surveillance permettent pratiquement en tout temps de repérer des objets de 30 actuellement, moins certainement pour les meilleurs, mais on est des objectifs de l'ordre de 30-40 cm à terre, alors qu'ils tournent à des milliers de kilomètres au-dessus de nous. À partir de ce moment-là, c'est pratiquement impossible de cacher quelque chose. Il faut espérer qu'il y ait des nuages. Mais du coup, d'où le fait. Oui, mais là, vous avez les radars et vous avez d'autres systèmes, l'infrarouge et les radars qui permettent de passer. Donc c'est très intéressant tout ça. Alors, je voulais revenir sur une autre affaire, parce qu'on a la chance de vous avoir autant parlé, toujours dans le cas des sources ouvertes, parce que je la trouve extraordinaire. Alors, il y a le MH17, c'est militaire, mais il y en a une que j'adore, qu'a développé Bellingcat, c'est l'affaire Skripal, où on a réussi à montrer et à donner les noms des deux agents soviétiques qui avaient été chargés de faire la mission. Ça, je trouve ça extraordinaire, puisque au départ, je vous rappelle l'affaire Skripal pour ceux qui l'ont oublié, un agent anglo-américain, enfin russe, qui travaillait pour les Américains, qui a été pris en Russie, pris en flagrant délit d'espionnage pour un pays étranger, donc l'Amérique et l'Angleterre. Skripal a été arrêté bien sûr par les Russes et a été échangé dans une grande opération d'échange d'espions comme ça se fait classiquement, et il a été envoyé en Angleterre pendant que les Russes récupéraient 5 personnes aux États-Unis qui faisaient de l'espionnage depuis longtemps, des clandestins. Donc il y a eu un échange, tout à fait comme ça, classique, et c'est très bien. Skripal a donc pu être libéré et est venu en Angleterre. Problème, c'est que d'après ce qu'on sait maintenant, Skripal a continué à donner des noms d'espions soviétiques qu'il avait connus dans son métier, parce qu'il était lui-même
dans les services soviétiques, russes, pardon. Il a donné des noms, ce qui fait que pour les Russes, c'est devenu insupportable. Conclusion, ce qui est inadmissible, évidemment, il décide de faire une mission et de tuer, il n'y a pas d'autre terme, d'assassiner Skripal en Angleterre. Jusque-là, c'est une histoire de service secret. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est extraordinaire, c'est que Bellingcat, qui est un site, je crois que vous pourrez nous en parler un petit peu, Bellingcat va faire une recherche avec tous les moyens que vous évoquiez, tous les réseaux d'information, tout ça, et ils vont arriver à trouver non seulement à identifier les 2 personnes qui ont fait le coup, ils vont arriver à avoir des films sur eux, extraordinaires, même en Angleterre, et ensuite ils vont même arriver à avoir leur nom, ce qui fait que toute l'histoire est démontée. C'est extraordinaire, c'est la première fois où on a eu vraiment toute une histoire démontée comme ça, qui prouvait qu'elle était vraie, parce qu'il n'y avait pas le moindre doute là-dessus. Donc ça, je trouve ça nous montre ce que peut être l'utilisation des sources ouvertes dans le monde actuel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de pays, parce qu'on hésite toujours ensuite à faire de mauvais coups quand on se rend compte qu'on peut être mis aux yeux de tout le monde comme étant le coupable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez bien l'affaire. Tout à fait, moins que vous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un pays comme la Grande-Bretagne qui est totalement ouvert, et donc là, les webcams, même les vidéos de vidéoprotection qui sont dans la rue, vous et moi, on pourrait les regarder en espérant voir un crime, et si on le repère, on peut même toucher une prime dans certains cas. Donc tout est réellement ouvert. Donc ils ont vu passer effectivement ces 2 personnes, ils ont pu remonter pour voir d'où est-ce qu'elles venaient, ils ont pu identifier où est-ce qu'elles habitaient, ils ont pu justement retrouver ensuite leur numéro de permis de conduire. Et alors, ils ont identifié ces 2 personnes-là, mais derrière, de fil en aiguille, ils ont découvert qu'il y avait des centaines de voitures qui étaient immatriculées à cette même adresse. Et donc ils ont découvert des centaines d'espions russes qui étaient passés sur le territoire anglais, juste grâce à ça. Mais encore une fois, c'est fascinant quand on y parle, quand on voit la puissance que ça peut avoir. Et comment les Russes n'ont pas pensé qu'en immatriculant 150 véhicules au même endroit, ça ne se verrait pas quand on en attrape 2. Oui, mais je pense que malheureusement, pour eux, les Russes, c'est regrettable parce qu'ils se sont fait prendre, mais je pense qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir pris ce genre de risque, parce que personne n'avait conscience, à l'époque, personne n'avait conscience des possibilités actuelles. Et dans ce que vous dites sur l'Angleterre qui, justement, permet alors d'avoir un accès à quantité de sources considérées comme ouvertes, là, il y a le problème on peut le comparer par rapport à la France, où nos lois et nos règlements empêchent l'accès à un certain nombre de ces sources, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile chez nous d'aller chercher la vérité, en tout cas pour des gens qui ne sont pas de l'organisation du système. C'est beaucoup plus difficile chez nous que, par exemple, en Angleterre, ou aussi qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus les mêmes possibilités. C'est vrai. Alors, mais il y a aussi des choses qui permettent de contourner ces difficultés. Oui. Je me souviens d'un cas dans lequel il y avait eu des soldats de sentinelles qui avaient été volontairement renversés par une voiture, et dans lequel le témoin avait noté juste l'immatriculation de la voiture, mais n'avait pas regardé ce que c'était comme véhicule. Et vous avez des sites comme Oscaro, des choses comme ça, dans lesquels en mettant votre immatriculation, ça vous dit quelle voiture vous avez, et donc pour acheter des pièces détachées qui vont bien. Et donc ça nous avait dit quel type de véhicule c'était, donc sa couleur. On avait toutes les informations pour pouvoir aussi fournir ces données-là aux forces de police sur le terrain. Mais du coup, faire perdre un badge dans une zone sécurisée à quelqu'un parce qu'il utilise la même photo de profil quand il émet qui dit très clairement qu'il veut égorger des gens, et puis qu'à côté de ça, il met le même badge pour accéder par exemple à l'aéroport de Marseille, je me souviens d'un cas très précis, ça, il faut avoir aussi du monde qui est capable de reconnaître, on parlait tout à l'heure de cette photo, reverse engineering des photos, on met la photo en ligne de la personne qui utilise en photo de profil, c'était un petit chat, cette même photo est utilisée sur un profil, et donc on peut retrouver la personne, remonter et prouver effectivement que cette personne était un islamiste avéré qui avait obtenu un badge et on l'a fait sauter. Donc cette collaboration qui est maintenant officielle entre des communautés open source et certains services de l'État, elle est extraordinaire. Aux États-Unis, vous en parlez, c'est tellement abouti qu'on en arrive même à avoir des communautés, 4chan, etc., qui arrivent à identifier même des cibles d'intérêt militaire. Et même les Russes auraient utilisé les forums américains pour désigner du ciblage qu'ils avaient fait en Syrie. Et à l'inverse,
il y a tellement une transparence dans les données que vous avez même l'État islamique qui aurait utilisé les photos qu'on avait sur Google Earth, qui sont disponibles partout, pour définir où était la cantine, pour pouvoir tirer au mortier sur la cantine américaine, de mémoire en 2005 en Irak. Mais justement, c'est là on arrive encore, alors on voit, je crois que pour tout le monde, on se rend compte de les énormes possibilités que représente l'exploitation des sources ouvertes, dans tout ce qu'on vient de dire, mais avec un problème, c'est que l'exploitation, comme vous le mentionnez, l'exploitation des sources ouvertes, d'un côté, nous donne un champ d'opportunités formidables pour identifier, pour avancer, pour comprendre, ça c'est parfait. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi qu'elle soit exploitée par des voyous, des organisations criminelles ou des ennemis en tous ordres, de tous ordres, hein, des mafieux ou autres? Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas le risque à ce moment-là de se retrouver avec des gens qui vont être beaucoup plus performants, à part l'utilisation des sources ouvertes, dont ils vont bénéficier parce qu'ils savent infiltrer ces organisations, ces clubs, ces regroupements, je dirais, qui sont partout. Je pense que vous en parleriez plus que nous tous réunis. Mais, oui, mais il y a un vrai problème. Allez-y, oui. Typiquement, l'arnaque au président. Oui. Plus on connaît d'informations sur le fonctionnement d'une entreprise, ne serait-ce qu'avec LinkedIn, on sait que les Chinois s'intéressent beaucoup à LinkedIn, à regarder, créer des organigrammes. Plus on connaît la voix, plus on pourrait par exemple appeler un salarié en ayant des voix synthétiques pour demander de réaliser un certain nombre d'actions. Oui. Ça s'est déjà vu aujourd'hui. Ça s'est vu. Donc on peut attaquer plus facilement des organismes quand on sait énormément d'informations sur eux. Mais je suis plus spécialisé sur les dimensions aériennes et militaires, mais même le fonctionnement de l'armée, même les programmes secrets. Juste sur Google Earth, on a réussi à prouver, par exemple, que l'armée turque était déployée contre l'Arménie, alors qu'elle avait dit qu'elle ne le faisait pas. On a pu prouver qu'il y avait des drones qui étaient déployés, des drones iraniens qui avaient été vendus à certains pays d'Afrique. On a pu prouver la vente de matériel militaire. Donc aujourd'hui, cacher des éléments, alors que tout est disponible sur Internet, est devenu de plus en plus difficile. C'est utile pour les associations de protection des droits de l'homme, pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre la pédophilie. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et c'est évidemment utilisable de la même manière par les criminels. Plus les criminels peuvent être capables de définir à quelle heure va passer le convoi de transport d'argent, c'est clair. Il suffit de regarder une webcam tous les jours, on voit à quelle heure la Brinks passe. Et ça, c'est un vrai problème. Exactement. Je venais de dire, pour moi, si vous prenez un exemple qui est très, je pense, très clair pour tout le monde, parce que quand vous connaissez le circuit de récupération, par exemple, de l'argent ou de distribution de l'argent d'un fourgon blindé, parce que vous avez récupéré tout l'itinéraire, ben après, c'est facile de choisir l'endroit le plus efficace pour pouvoir l'attaquer. On est aujourd'hui, et vous évoquiez, là je peux ajouter sur ce que vous disiez, dans l'histoire de l'escroquerie au président, vous savez, l'escroquerie au président, pour la résumer, c'est un appel téléphonique en général, c'est téléphonique au directeur financier d'une société, le vendredi soir à 6 heures, et qui lui dit il faut virer sur le champ tant de millions d'euros, ou tant de centaines de milliers d'euros, à tel compte, à l'étranger bien sûr, dans le cadre de l'affaire secrète dont je m'occupe et vous savez bien. Bon. Que fait le directeur financier, lui? D'abord, il ne sait pas qu'il y a une affaire secrète, il reçoit l'instruction de son président, et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Donc, il va essayer de faire le virement. Et il va le faire. Et puis, quand le lundi, il va voir son président en lui disant, vous savez, c'est formidable, on a eu du mal, mais... vendredi, on a réussi à virer l'argent. L'autre va tomber de sa chaise en disant « mais quel argent et pourquoi ?» En réalité, ils se sont fait avoir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, c'est les Américains de Gartner qui ont fait une étude là-dessus, on s'aperçoit que les mafieux, les groupes criminels, en réalité, restent à peu près 210 jours dans l'entreprise, dans les circuits de l'entreprise, sans se faire repérer, c'est ce que vous disiez, pour tout regarder. C'est-à-dire qu'ils savent tout. Ils savent comment s'expriment les gens, comment on échange des mails, les indicatifs, les numéros, ils connaissent les programmes de travail. Quand ils attaquent le vendredi soir, évidemment, le président, il n'est pas là. Ils savent que cette semaine-là, le président, sa secrétaire et autres sont partis à midi. Et qu'à ce moment-là, personne ne pourra répondre à la question « Monsieur, est-ce qu'il faut faire le virement ?» Donc, on voit qu'on arrive aujourd'hui. Et donc, ils ont parfaitement compris, eux aussi, comment Et donc, il va falloir qu'on apprenne, ça c'est passionnant, parce que pour les services de l'État, il va falloir qu'on apprenne à se défendre, et les citoyens aussi d'ailleurs, il va falloir qu'on apprenne à se défendre par rapport à une évolution qui nous pose de vrais problèmes de fond.
Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, il y avait des criminels, parce que là on parle de l'arnaque téléphonique, il y a des criminels qui ont réussi à se faire passer pour le ministre des Affaires étrangères et qui avaient appelé un homologue africain. Et en Afrique, il lui avait dit, alors voilà, on a des terroristes qui ont enlevé des ressortissants, il faudrait qu'on verse de l'argent sur tel compte en banque, mais nous on ne peut pas le faire, on a la France, merci de le faire de votre côté. Et ils avaient réellement réussi à récupérer des millions d'euros de la part d'un vrai gouvernement africain, parce qu'ils s'étaient fait passer, mais là c'était en webcam, ils avaient trouvé un sosie. Oui, mais ça veut dire, comme vous le disiez, qu'il faut à ce moment-là, ils ont cette capacité à aller chercher des informations, à les recueillir, à les traiter, et ça pendant longtemps. Donc, la source ouverte, on voit, et c'est un peu moi ce que je voudrais, pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de dire, les sources ouvertes, c'est quelque chose qui a pris une ampleur incroyable avec le numérique, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, on avait des informations, mais ce n'était pas du tout au même niveau, qui nous donne des champs de potentialité extraordinaires, là-dessus, il n'y a pas photo. Mais d'un autre côté aussi, il y a un certain nombre de risques qui se posent derrière parce que ça peut être récupéré par les uns ou par les autres. Et j'ai un troisième volet que je pense qui est aussi sur lequel il faut réfléchir, c'est que, en France en particulier, c'est que nous sommes dans un pays qui est en définitive très à cheval sur un certain nombre de règles au niveau des libertés, de la protection des données et ainsi de suite. Mais on s'aperçoit que nous sommes un peu isolés par rapport à une évolution mondiale dans laquelle, que ce soit chez les anglo-saxons, que ce soit chez les Chinois ou chez les Russes d'ailleurs, partout ailleurs, ces données sont de plus en plus exploitées par tout le monde. Et donc, on est dans nous-mêmes, il va falloir qu'on se pose de vraies questions pour le futur, parce que est-ce qu'on pourra rester éternellement avec une position qui est très en retrait par rapport à celle qu'on a partout, même si cette position, alors là c'est grâce parce que nous sommes dans un domaine plus militaire, je dirais, donc où là l'État laisse faire, et ce que vous faites, c'est-à-dire faire de la recherche de sources ouvertes dans des situations comme celle de l'Ukraine dont nous venons de parler aujourd'hui. Mais il y a cette question, on se protège de l'État, on ne veut pas que l'État collecte énormément de données sur nous. Par contre, on a plutôt tendance à trouver ça normal quand Google sait absolument tout de notre situation de famille, santé. Ils savent absolument tout et ils nous fournissent des publicités qui sont adaptées. Et là, le risque, c'est qu'on appartienne à Google à la fin. Et ça, c'est vraiment une autre question de l'OSINT. L'OSINT au profit de la population, par la population, c'est génial. Mais l'OSINT au profit d'entreprises qui sont en plus pas nationales, qui ont leurs données qui sont hébergées n'importe où, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont en faire, ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y aura une solution là-dedans? Ça, c'est vraiment une vraie question. Peut-être un débat entier sur cette question. Que là, vous êtes une première conclusion. C'est vraiment là. Vous venez de faire la conclusion de notre débat d'aujourd'hui. Mais comme vous le disiez, ça peut justifier d'autres analyses et d'autres débats dans le futur, parce que on voit bien que là, nous sommes au cœur d'une évolution qui est fondamentale. Merci. Un grand merci à vous. Merci. Eh bien écoutez, alors vraiment moi j'ai découvert des choses, j'ai appris énormément de choses, c'est passionnant. Je crois même qu'avec Alain Juillet, on peut peut-être déjà prévoir une deuxième émission sur ce sujet qui est vaste et fantastique. Et je donne rendez-vous à l'ensemble des téléspectateurs pour voir toute cette émission du début jusqu'à la fin sur openboxtv.fr. Merci et à bientôt. Vous pouvez retrouver Openbox TV et nos émissions sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et vous y trouverez des informations exclusives et des événements à venir qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous intéresser. Merci et à bientôt.